L'Ukraine écrase le groupe russe Wildberries, mettant le Kremlin dans l'embarras. Non, Zelensky n'a pas soudainement développé une haine irrationnelle des fruits. En réalité, il a approuvé une nouvelle phase de la campagne de frappe à longue portée de l'Ukraine, s'aventurant sur un nouveau terrain politique. C'est un pari et nous en verrons les résultats en temps réel. Vous voyez, Wildberries est une entreprise. Si vous pensez que cela ne ressemble pas à une entreprise fabriquant des chars et véhicules blindés pour le ministère russe de la Défense, c'est parce que ce n'est pas le cas. Vous voyez, Wildberries est l'Amazon de la Russie, et l'Ukraine voit ce joli rose Wildberries et pense que ses entrepôts seraient un bien complétés par quelques drones roses. Cela aura des effets significatifs sur l'économie russe et la situation politique du pays, donc nous devons prendre un moment pour apprécier ce qui s'est passé et ce que seront les conséquences. Plus précisément, aujourd'hui nous allons commencer par expliquer ce qu'est Wildberries et ce que l'Ukraine a visé. Ensuite, j'évaluerai les dégâts causés jusqu'ici. Enfin, nous examinerons la stratégie politique de l'Ukraine dans ce contexte et nous verrons si elle sera efficace. Permettez-moi d'abord d'expliquer ce qu'est Wildberries, comment l'entreprise en est arrivée là et quelle partie a disparu. Les 15 dernières années ont transformé discrètement le secteur de la vente au détail. Je ne parle pas de la montée des géants du e-commerce. Cela, c'est évident. Je veux expliquer pourquoi les géants du e-commerce dominent. Amazon et d'autres n'augmentent pas leur part de marché, car ils maîtrisent la vente au détail. En fait, ce sont juste des entreprises de logistique qui livrent des biens de consommation. En d'autres termes, elles investissent d'énormes sommes de capital dans des réseaux de distribution, puis récupèrent lentement leurs bénéfices, vente après vente au fil des années. Compte tenu de ce modèle économique, Amazon n'avait aucun intérêt à entrer sur le marché russe. Il existait de bien meilleurs endroits pour investir massivement que dans un pays instable plein de risques à long terme. La dernière chose que vous voudriez faire, c'est investir des milliards de dollars dans la création de centres de distribution russes, puis, à l'annonce d'une opération militaire spéciale, voir tout votre investissement s'évaporer en 3 jours. La stratégie commerciale restait solide. Il suffisait d'un Russe pour le construire. Voici Tatiana Kim, une femme d'origine coréenne née à Grozny, qui a également choisi un nom anglais pour son entreprise. En effet, Kim a fondé Wildberries en 2004 et valait environ 8 milliards de dollars début juillet. Ce n'est pas exactement ce à quoi on s'attendrait en imaginant un oligarque russe, mais voilà où nous en sommes. Quoi qu'il en soit, j'ai dit qu'elle valait 8 milliards de dollars parce que Zelensky n'est apparemment pas fan des entreprises au nom fruité. Le 18 juillet, l'Ukraine a frappé 2 centres de distribution Wildberries, l'un à l'est de Moscou et l'autre à mi-chemin entre Moscou et Volgograd. 2 jours plus tard, l'Ukraine a mené sa plus grande frappe, cette fois au sud de Moscou. Voilà à quoi ressemblait le bâtiment avant. Je le trouvais joli, sauf pour sa forme écrasée en diagonale contre la route. Mais en passant au Fire Tracker de la NASA, eh bien, on voit qu'on ne le reverra peut-être plus. 225 000 mètres carrés d'entrepôts sont partis en fumée, soit environ 31 terrains de football. Cela équivaut à 42 terrains de football pour mes amis américains. Ce qui est intéressant ici, c'est l'ampleur des incendies, qui mettent parfois des jours à être maîtrisés. Voir cela dans une raffinerie n'est pas étonnant. Ces cibles possèdent littéralement d'énormes réservoirs de liquides inflammables. Les centres de distribution Wildberries illustrent peut-être une stratégie plus créative des planificateurs militaires ukrainiens. Ces centres de distribution deviennent de vraies poudrières. Carton, textile, batteries au lithium-ion, aérosols et plastique. Ces produits ne sont pas connus pour leur grande stabilité au feu. C'est sans doute pourquoi l'Ukraine a lancé 2 autres frappes à l'est de la Crimée le 22 juillet. Puis le 24 juillet, il y a eu 2 frappes à Saint-Pétersbourg, une au nord de Moscou et une dernière sur la capitale de la Crimée. Je regarde maintenant le temps passé avec anxiété, inquiet que cette vidéo soit déjà dépassée au moment où je la publierai. Les dégâts ici sont importants. Les frappes du 18 au 20 juillet ont causé des dommages estimés à 457 millions de dollars de dégâts. On se demande si ce n'est pas trop pour que les compagnies d'assurance indemnisent, ce qui entraîne des effets indirects sur le marché. Il y a aussi d'importantes conséquences sur le réseau, car je n'aimerais pas être la personne maintenant responsable de la gestion des stocks de Wildberries à l'échelle nationale.
Ces frappes du 18 au 20 juillet ont anéanti environ 10% de la capacité logistique de l'entreprise. Aujourd'hui, Wildberries a une présence massive, avec environ 200 installations à travers la Russie. Environ 10 d'entre eux ont une taille similaire à celle des premières cibles, ce qui permettrait à l'Ukraine de neutraliser 20 à 25% des opérations de l'entreprise avec quelques frappes supplémentaires. Cela place le Kremlin dans une position délicate. Le ministère de la Défense peinait déjà à protéger les raffineries pétrolières russes avec ses défenses aériennes. Peuvent-ils se permettre d'allouer plus de ressources à d'autres cibles potentielles ? Considérez aussi l'absurdité plus générale de la situation. Imaginez simplement un monde où chaque centre de distribution Amazon aux États-Unis disposerait de ses propres batteries anti-drones et anti-missiles. Et même si je me suis concentré sur Wildberries aujourd'hui, l'Ukraine ne se concentre pas uniquement sur cette seule entreprise. Les frappes du 20 juillet ont visé un parc logistique d'Ozon, le principal concurrent de Wildberries en Russie. Contrairement à Wildberries, Ozon est coté en bourse, et son action a d'abord chuté de 4% avant de remonter légèrement à 2,3%. Tenez bon car les attaques du 24 juillet seront bientôt intégrées au cours de l'action. Quelle que soit la baisse finale, elle résulte en partie de cette frappe, mais reflète aussi un risque plus large pour le secteur. Alors que la valorisation privée de Wildberries aura chuté de manière plus significative, car ses pertes physiques sont plus importantes et non hypothétiques. Étonnamment, l'Ukraine vise aussi des usines de transformation de viande à Briansk, bien que celles-ci soient surtout reliées au réseau alimentaire de l'entreprise pour les soldats russes. Dans tous les cas, il y a ici des conséquences macroéconomiques plus subtiles. Ce n'est pas seulement que l'Ukraine a détruit pas mal de choses. Cela a un effet inflationniste direct, où la même quantité de roubles se reporte désormais sur un nombre plus réduit de produits. En fait, c'est le modèle de distribution du e-commerce qui a des effets déflationnistes plus largement. Si ce modèle n'est plus viable en Russie tant que la guerre continue, cela a le même effet général que de retirer encore plus de produits du marché. Les prix montent, car recevoir physiquement les biens coûte plus cher aux consommateurs. Cette conversation fait une belle transition vers notre dernier sujet d'aujourd'hui. Comment les nouvelles attaques influencent les calculs politiques au sein de la Russie ? Les responsables ukrainiens ont essayé de présenter les attaques contre Wildberries comme la conséquence de la vente de biens à double usage par l'entreprise. Des choses comme des drones FPV et des câbles à fibre optique, ainsi que des biens non à double usage comme des gilets pare-balles. Il est vrai que Wildberries vend ses produits, et je suppose que cela en dit long sur le fait que les soldats russes dépendent d'une entreprise de logistique pour se les procurer. Les États-Unis sollicitent aussi l'industrie privée pour leur production militaire. Mais vous ne voyez pas Amazon gérer ses livraisons. La logistique fait gagner les guerres, donc c'est révélateur si vous confiez cela à quelqu'un d'autre. Néanmoins, le prétexte du double usage n'est pas vraiment convaincant, et il ne trompe pratiquement personne comme justification ad hoc de la nouvelle stratégie qui, nécessairement, fera des victimes parmi le personnel de Wildberries. En effet, le commandant des opérations de drones de l'Ukraine a clairement exposé l'intention réelle ici. Citation, « Il s'agit de détruire en quelques secondes l'illusion d'une existence confortable en temps de paix pour la population obéissante de l'État agresseur. Frapper la partie la plus sensible de la zone de confort des patriotes impériaux ordinaires et des partisans du président Vladimir Poutine. » L'intention réelle ici est tout à fait différente de ce que nous avons vu jusqu'à présent. La campagne contre les raffineries de pétrole a causé de grandes difficultés aux consommateurs russes. Mais ce n'est pas le but principal de ces frappes. Le Kremlin finance sa guerre avec les revenus du pétrole. Détruire la richesse pétrolière revient à détruire l'armée russe. Les frappes contre Wildberries ciblent surtout les consommateurs et entreprises russes. Les petites entreprises utilisant Wildberries pour la logistique sont actuellement furieuses. Certaines d'entre elles ont vu tout leur stock détruit, ce qui a effectivement conduit ces entreprises à la faillite. Le 7 juillet peut-être en anticipant ses propres vulnérabilités au vu de ce qui se passait avec les raffineries, Wildberries a modifié son contrat fournisseur pour ne plus être responsable des biens détruits, que ce soit en raison d'un acte de guerre ou d'une opération spéciale dans l'entrepôt. C'est une excellente affaire pour Wildberries qui agit principalement comme distributeur. Toutefois, comme pour toute stratégie similaire, vous misez sur la différence entre le retour de bâton et la frustration du public. Lorsque le public sympathise avec la cause de son propre gouvernement, l'effet à court terme de nuire directement au public est de renforcer le soutien à l'armée.
Le processus peut devenir lassant, mais il y a au moins un soutien temporaire au gouvernement. En revanche, si le consensus public est que toute l'opération est ridicule, alors frapper le public le prépare à résister aux actions de son propre gouvernement. Cet effet est visible avec la guerre contre l'Iran. Les consommateurs américains constatent la hausse du prix de l'essence sans blâmer Téhéran pour la fermeture du détroit d'Ormuz. Ils reprochent à l'administration Trump d'avoir mis l'Iran dans une situation où fermer le détroit était une bonne idée. Ainsi, le pari évoqué au début de la vidéo commence à se retourner contre eux. Ce que nous allons observer en temps réel, c'est vers où se dirige la frustration du Russe moyen. Bien sûr, ce que rapportent les médias occidentaux paraît prometteur pour l'Ukraine actuellement. Vous vous rappelez que l'Ukraine craint que la Russie mobilise des centaines de milliers de soldats supplémentaires sur le front, peut-être dès septembre. Le pari que fait Kyiv, c'est que les consommateurs russes seront déjà en colère contre le Kremlin, et donc Poutine doit alors craindre qu'une mobilisation impopulaire ne les pousse à bout. Bien sûr, le risque est que le Kremlin se serve de ces attaques pour justifier une telle mobilisation. Parce que tu sais très bien que c'est exactement comme ça qu'ils vont présenter les choses. Le régime de Kyiv a tué 15 employés civils d'entrepôts et en a blessé 90 autres. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. En revanche, il reste à voir si cette présentation fonctionnera. Quelles sont nos conclusions pour aujourd'hui ? L'Ukraine étend ses frappes à longue portée à une grande entreprise russe de biens de consommation. Les dégâts causés à l'industrie privée sont considérables et laissent peu d'options de défense au Kremlin. Enfin, l'efficacité de la campagne dépendra de la perception des Russes. Blâment-ils l'Ukraine pour les attaques ou le Kremlin pour les mesures qu'il a prises et qui nous ont menés jusque-là ? Pour mieux comprendre la situation, je vous recommande ces 2 excellents livres sur le début de la guerre. Voir la description de la vidéo pour plus d'informations. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker, partager et vous abonner. Je vous retrouve demain. Prenez soin de vous.